Bonjour. D'un point de vue structural, nous avons tendance à analyser le langage comme un système de signes composé d'un signifié et d'un signifiant, d'un fond et d'une forme. Mais outre leur coïncidence, que l'on pourrait considérer arbitraire, quelle est la nature de la relation ou des relations entre ces deux composantes? La forme suit-elle le fond? S'y additionne-t-elle? Le fond pourrait-il se préciser au fur et à mesure d'une certaine maîtrise ou compréhension de la forme? Selon que nous composions une dissertation ou que nous scrutions une œuvre d'art, disons surréaliste, nos hypothèses de réponse pourraient changer. Le psychanalyste Sigmund Freud classerait peut-être ces questions dans le domaine d'un surmoi, tentant de déterminer ou de contrôler le schéma de la communication dont les produits sont une expression d'un moi et une interaction entre des moi. Il nous ferait néanmoins sans doute remarquer que ce schéma de moi est provoqué par un événement, une situation, une pulsion, un ça qui pousse un moi à initier ou à relancer les communications. C'est cette pulsion, ce ça, qui engendre un schéma de communication, un jeu complexe entre un fond, cohérence et intention, et une forme, organisation et style. À ce stade, le ça ne sait peut-être pas encore s'il est une pulsion d'information, d'expression ou d'incitation. La fonction intentionnelle principale du message ne se définira peut-être qu'au cours de toutes les opérations d'élaboration des signes composant le message. Une langue étant un construit social, elle comporte une grammaire, phonèmes utilisables, morphologie, règles syntaxiques à l'origine des phrases simples ou complexes, ponctuation, prosodie que doit maîtriser, par éducation parentale et instruction scolaire, un locuteur, enfant ou adulte. Les composantes et les normes d'acceptabilité grammaticale jouent bel et bien le rôle du surmoi freudien et formatent l'intelligibilité de la forme, porteuse du fond, le sens qui lui relève du moi, des décisions conscientes du locuteur. Il s'ensuit que le message produit par un émetteur sera le fruit d'un dialogue, d'une série d'allers-retours entre les outils formels fournis par le surmoi de la grammaire sociale, le ça, à l'origine de l'acte de communication, et ce que le moi du locuteur décide de dire, en transmettant une information, en exprimant une opinion ou une idée, ou encore en tentant d'influencer son interlocuteur. Présenté ainsi, le processus a peu à voir avec une opposition binaire entre le signifiant et le signifié, telle que proposée par Saussure, ou entre une structure profonde et une structure de surface, établie par Chomsky. La première opposition ferait du signe une intersection, la seconde, une addition de règles littératives et une implication. Ce que nous entrevoyons va même au-delà des structures parallèles du contenu et de l'expression proposées par Jenslev dans ses prolégomènes à une théorie du langage. Nous sommes devant un cycle à la Umberto Eco, où les divers éléments se renvoient l'un à l'autre, certes, mais en se définissant et en se modifiant mutuellement. Les éléments de forme et les éléments du fond se multiplient pour établir un degré adéquat d'efficacité du message. Un message, dont la fonction principale ou essentielle est référentielle, suppose un nombre limité de ces multiplications, de ces allers-retours entre la forme et le fond, mais suffisamment pour que le texte franchisse les trois filtres de l'intelligibilité, de la recevabilité et de l'acceptabilité. Un message dont la fonction principale est expressive nécessite davantage d'allers-retours, suffisamment pour que le texte survive au filtre de l'intelligibilité, ainsi qu'au filtre de la vraisemblance et de la reconnaissance. Par ailleurs, un message dont la fonction principale est incitative, qui vise à influencer le récepteur, requiert suffisamment, en fait, de multiples allers-retours entre les éléments de forme et les éléments de fond, pour que le texte franchisse avec succès les trois filtres de l'intelligibilité, de la recevabilité et de l'acceptabilité, dis-je, tout en bénéficiant des trois filtres de la vraisemblance, de la reconnaissance et de l'efficience. Les filtres, inhibiteurs potentiels de l'efficacité du message pour l'émetteur, relèvent du surmoi.
alors que les filtres, facilitateurs de l'efficacité du message pour le récepteur, émanent du moi. Un émetteur bien exercé multipliera les allers-retours entre la forme et le fond jusqu'à ce qu'il sente que ça y est, que le message reflète bien son désir, son impulsion de communication.